Quel maître n'est pas persuadé que son chien ou son chat est intelligent? Mais attention, ce que nous prenons pour de l'intelligence n'est-il pas dû aux extraordinaires facultés de perception de ces animaux, comme leur ouïe ou leur odorat? Enquête auprès des spécialistes du comportement animal. 7,5 millions de chiens, 8 millions de chats. Si la France détient un record européen, c'est celui du nombre de ces animaux de compagnie. Des animaux auxquels on n'hésite pas à attribuer d'incroyables capacités. Quel maître n'a jamais fondu devant le regard intelligent de son compagnon ou ne s'est jamais émerveillé de ses capacités de communication? En un mot, c'est sûr, chiens et chats sont intelligents. Moi, je trouve que mon chien est intelligent parce que quand on part en voyage, qu'on prépare un sac, qu'il ne le sait pas forcément, on ne lui a pas dit, on ne lui explique pas. Dès qu'il voit le sac et les affaires se préparer, il fonce sur son petit coussin à lui et il se met à trembler, à nous regarder, à savoir si on va l'emmener, si on ne va pas l'emmener. Il est même arrivé qu'il rentre dans un sac de voyage en se disant peut-être que comme ça, ils ne m'oublieront vraiment pas. Mon chat comprend parfaitement tout ce que je ressens. Mes stress, mes énervements, mes joies aussi. Tous les chats que j'ai eus jusqu'à présent ont eu ce comportement très intuitif et c'est là, je trouve, finalement, où se situe parfaitement leur intelligence. Alors, nos animaux de compagnie sont-ils vraiment intelligents, capables de raisonnement? Attention, s'ils font parfois des choses qui nous surprennent, voire nous dépassent, c'est d'abord qu'ils sont dotés de sens beaucoup plus efficaces que les nôtres. Premier exemple, la vision. On a longtemps cru que chiens et chats voyaient en noir et blanc. Eh bien, c'est faux. On sait aujourd'hui qu'ils voient en couleur, mais avec une palette tronquée qui va du vert au bleu. Ils ne voient pas le rouge, un peu comme les daltoniens. Mais là où l'homme dispose d'un champ visuel de seulement 160 degrés, le chien voit sur 250 degrés. Une vision qui de près est plutôt floue pour leur environnement général. Mais dès qu'un mouvement s'y déroule, ils le captent avec une acuité bien supérieure à la nôtre. Probablement un vestige génétique de leurs ancêtres qui étaient de redoutables chasseurs. En outre, chiens et chats disposent d'autres outils pour mieux percevoir l'environnement. Leur moustache ou encore leur odorat avec un flair 100 000 fois supérieur au nôtre. Si le nez de l'homme est tapissé de 5 millions de cellules olfactives, celui du chat en possède 4 fois plus et celui du chien 44 fois plus. Un sens que ces animaux utilisent en permanence pour détecter les phéromones, ces messages chimiques qui leur servent de mode de communication. C'est une véritable carte d'identité pour l'animal. Cela indique « je suis un mâle ». Castré, non castré, une femelle, en chasse, bagarreur, pas bagarreur, j'autorise qu'on rentre dans mon territoire ou pas. C'est vraiment une carte d'identité, c'est leur moyen de communication. Et cette extraordinaire capacité de leur odorat est souvent prise pour de l'intelligence. Si ce caniche associe la valise au départ de ses maîtres, c'est simplement parce que la valise porte des odeurs de voiture ou de train qui ne sont pas présentes ailleurs dans la maison. Et l'on peut faire exactement le même constat avec un autre organe, l'oreille. On constate que le chien possède certains sens beaucoup plus développés que les nôtres, entre autres l'ouïe, ce qui fait que lorsque quelqu'un croit que son chien a un 6e sens, est télépathe ou perçoit l'arrivée de l'enfant de la famille quelques instants avant tout le monde, c'est parce qu'il a beaucoup mieux entendu que nous, puisque son ouïe est beaucoup plus performante que la nôtre. Et donc, il faut déjà se poser la question de la perception chez le chien avant d'essayer d'étalonner une intelligence entre le chien et l'homme, ce qui n'est pas possible en plus. Mais alors, comment expliquer la capacité des chiens et des chats à comprendre ce qu'on leur demande? Au cirque, par exemple, ces chiens sont en effet capables d'exécuter chaque soir des numéros bien précis où semble s'établir une véritable communication avec l'homme. Il s'agit souvent de caniches, ce qui a permis de prétendre qu'ils étaient la race la plus intelligente. C'est bien. Dans tous les cirques, on voit surtout des caniches. Hein, mais il y a quand même d'autres races qui sont très intelligentes. Par exemple, Tequila, le fox, il saute à la corde sur un ballon. Bon, sûrement que le caniche peut le faire aussi. Mais lui, il a plus de facilité à le faire. Pourtant, là encore, il est difficile d'utiliser le mot d'intelligence, que ce soit pour le fox ou le caniche. Je ne pense pas qu'il y ait de races plus intelligentes que d'autres. Je pense que tout le problème d'un chien, entre guillemets, dit intelligent, futé, rusé, et de l'apprentissage. Je m'explique, bon, il y a une partie effectivement de races qui sont plus disposées
à faire des choses, à faire des exercices, à faire, je sais pas, de gardiennage ou au contraire de la chasse. Il y a une prédisposition génétique, environ une vingtaine de %, mais les 80%, c'est de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est l'utilisation des capacités naturelles de l'animal. Ça ne prouve pas son intelligence. D'ailleurs, il ne comprendrait pas un dressage uniquement basé sur des mots. Le chien n'a pas accès au langage, il ne peut pas comprendre le sens d'un mot, il n'a pas accès au monde du signe. Donc on peut dire que ce qu'il comprend, c'est beaucoup plus le gestuel, qui va avoir un sens pour lui, après apprentissage d'ailleurs. En aucun cas, il ne comprendra les mots, mais il peut très bien saisir une intonation en relation avec un phénomène agréable ou désagréable pour lui. Ondine. Démonstration avec Ondine, cette femelle Rottweiler. Ma poulette, viens vite, oh là là. Pour elle, le point fermé signifie l'ordre assis. Oh, Dès qu'elle s'exécute, elle est chaleureusement félicitée. Merveilleuse, c'est très très bien, bravo. Elle associe donc le geste à la satisfaction de son maître, mais ne comprend pas le mot assis. C'est bien mon titi. On pourrait d'ailleurs dresser un chien sans un mot, sauf bien sûr pour le féliciter. Là, c'est bien. Très bien mon gamin. Alors, apprentissage ou réelle intelligence? Malgré les tests de quotient intellectuel qui fleurissent dans la presse, nos chers toutous et minous ne sont pas dotés d'une intelligence au sens du raisonnement humain. Mais après tout, qui a dit qu'un chien intelligent était plus heureux qu'un chien idiot? Donc n'essayez pas de vous mettre à la place de votre chien pour juger de son intelligence. Pendant que les scientifiques persistent à faire des bœufs, des cochons de plus en plus gros, des éleveurs font exactement le contraire. Dans une ferme près de Toulouse, tous les animaux ont l'air de sortir d'un livre pour enfants. Regardez. Bien cachée dans la campagne à quelques kilomètres de Toulouse, la ferme de Rémi Mazzini n'est pas une ferme comme les autres. Depuis 1 an, cet ancien assureur s'occupe d'animaux très particuliers. Regardez par exemple ce petit poulain. Il ressemble à tous les chevaux de son âge, sauf qu'il est à peine plus gros qu'un canard. Viens ma fille, viens là. Ces vaches adultes, elles, ne dépassent pas les 100 kilos, 8 fois moins qu'une bonne limousine. Pousse-toi. Viens Jujube, viens. Ouais la fille. D'ailleurs, regardez la taille des vaches dans le champ de l'éleveur voisin. Bien qu'elles ne soient pas des bêtes à concours, ces paisibles gasconnes sont déjà 3 fois plus lourdes que les vaches de Rémi Mazzini. Vous l'avez compris, tous les animaux de cette ferme étonnante sont des animaux miniatures. Ils seront utilisés pour des démonstrations dans des fermes pédagogiques. Certains les achètent même pour en faire des animaux de compagnie ou de jardin. Là, vous voyez bien la taille, hein. C'est pas haut, ouais. Ah, c'est vraiment... Celle-là va être petite. En effet, Eva, cette petite génisse, sera sûrement la championne du troupeau. Elle ne devrait pas dépasser à l'âge adulte les 80 kilos. En plus des vaches, on trouve donc dans la ferme des moutons, des chèvres, des ânes et des chevaux miniatures. Le résultat d'un patient travail de sélection. Et bien là, c'est une petite jument qui va avoir 5 ans. Et la personne qui a monté l'élevage au début a fait des croisements de plusieurs races de petite taille et est arrivée au bout de 20 ans à cette taille-là. En effet, ces animaux ont été obtenus sans aucune manipulation génétique. Pour les fabriquer, il a seulement fallu beaucoup de patience à des éleveurs, argentins pour la plupart. Pendant plusieurs générations, ces éleveurs ont sélectionné les individus les plus petits de leur troupeau et les ont fait se reproduire entre eux. Chaque génération a ainsi produit des animaux de plus en plus petits. À chaque fois, on a croisé les moins grands jusqu'à créer, au bout de 80 ans de travail, une race de chevaux dont tous les représentants ne dépassent pas les 76 cm de hauteur.
C'est la même sélection que l'on a appliquée à tous les animaux de la ferme. En fait, cette sélection n'a fait que mettre en évidence des caractéristiques présentes depuis toujours dans le patrimoine génétique des animaux. Il s'agit d'un processus exactement similaire à celui qui a permis de créer des races de chevaux lourds et puissants comme les percherons, longtemps utilisés par l'agriculture. Viens là, allez, viens. Viens, allez, viens Nora. Jusqu'où peut-on aller dans la petitesse? L'avenir le dira. Le travail de sélection des animaux miniatures n'est pas encore terminé. La sélection génétique demande beaucoup de patience. Il faut plusieurs dizaines d'années pour créer une nouvelle race. Le chien est l'animal de compagnie préféré des Français qui en possèdent plus de 7 millions. Si la cohabitation entre l'homme et l'animal se passe bien dans la grande majorité des cas, elle peut parfois être problématique. Pour résoudre ces problèmes, les vétérinaires vont devoir se muer en véritables psychologues. Des psychologues pour les chiens, mais pas seulement. Regardez. Lorsque tout va bien, un chien se rend une fois par an chez le vétérinaire pour quelques vaccins et un examen de routine. Pourtant, très souvent, la visite de contrôle met en lumière un vrai problème. Je dirais qu'une consultation sur 3 débouche sur des problèmes comportementaux. D'abord, chez les chiens, on a des problèmes, ils font leurs besoins à la maison. Lorsqu'on les a descendus, ils les font en remontant. On a également des chiens qui sont un esprit destructeur, qui détruisent les serviettes, tout ce qu'il y a à la maison. Et les chiens également qui aboient quand les maîtres ne sont pas là. Des problèmes de comportement, c'est ce qu'endure tous les jours le maître de Palès, ce croisé bosseron de 14 mois. Ce chien, dès qu'il se retrouve tout seul, a tendance à faire des bêtises. C'est comme ça qu'il s'est attaqué au bras du fauteuil, des fauteuils en chêne massif, en laissant ses empreintes dedans un petit peu partout. Il s'est attaqué à la table de salon, qui elle aussi est en chêne. Il s'est attaqué à plusieurs housses de couette et à autant d'oreillers, qu'il a complètement éventrés, et aux lambris en PVC qui sont dans ma chambre, allant jusqu'à déchirer les fils électriques qui sont derrière. Donc on en a plus qu'assez. C'est pour en finir avec ces problèmes que Loïc a décidé d'emmener Palès à la consultation comportementale de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Et pour l'occasion, la famille s'est déplacée au grand complet. Qu'est-ce qui vous emmène? Il détruit tout à la maison. Uniquement quand on n'est pas là. Et moi, j'ai remarqué que dès que mon fils s'en va, l'autre jour, j'étais en train de faire du repassage un dimanche, mon fils est parti, il devient très inquiet, il fait l'aller-retour, le balcon, la chambre, le balcon. Dès qu'il entend un bruit de voiture, il y va sur le balcon pour voir. Il n'est plus lui-même dès que mon fils est parti. C'est dans les relations de Palès avec chaque membre de la famille que le vétérinaire va chercher la source de ces problèmes. Il vous mordille beaucoup, ce chien? Moi, oui. Oui, parce que je vois qu'il n'arrête pas de vous prendre votre bras dans sa gueule. Donc il faut sanctionner les mordillements. Il ne fait pas ses dents, le chien. Il n'a pas pris le contrôle de sa mâchoire. Donc, effectivement, ça fait mal s'il n'arrive pas à se contrôler. En effet, Palès a été séparé trop tôt de sa mère. Trop tôt pour apprendre à se contrôler. Un problème qui se traduit par des comportements bien précis appelés stéréotypies. C'est bon, voilà. Très bel exemple de stéréotypie. Alors là, donc ça correspond bien à un trouble du développement, donc ça conforte quand même. Bien. Ça suffit. Vous êtes très en colère là. Ah oui. J'ai une autorité folle sur ce chien. C'est souvent le problème, une absence de hiérarchie claire entre l'animal et le maître qui du coup n'a pas d'autorité. Un chien, c'est un animal social qui vit en meute hiérarchisée. Il y a maintenant une femelle dominante, excusez-moi madame, c'est vous. Il y a 2 mâles dominants. C'est vous deux. Et il y a un chien qui est dominé. Donc, quand il vous tire, vous le ramenez en arrière. D'accord? Et là, à ce moment-là, vous demandez à votre chien, assis, pas bouger. D'accord? Comme ça va être le mot. Oui, non, mais c'est comme ça que vous allez apprendre à votre chien à se contrôler et affirmer, vous, votre hiérarchie et vous positionnez comme chef de meute. Séparé trop tôt de sa mère, manquant de repères hiérarchiques, il était logique que Palès présente des troubles sérieux du comportement. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il lui apprend les autocontrôles, il lui apprend à rester seul aussi, et à faire une parfaite insertion hiérarchique. Ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, c'est d'arrêter les dégradations. Une thérapie à base de médicaments et de suivi psychologique.
Donc les médicaments sont là pour aider, sont là pour gagner du temps, sont là pour aider à affronter le chien lorsque c'est un chien mordeur, ne sont pas là pour régler le problème. Le problème, ça va être le changement d'attitude des maîtres par rapport au chien grâce aux thérapies qu'on leur a prescrites. Mais attention, comme pour les humains souffrant de troubles psychologiques, les traitements ne marchent pas à tous les coups. Démonstration avec Indiana, une femelle barouge de 7 ans. Indiana, son problème, elle a peur des gens. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez rentrer, que vous allez avancer, elle va rentrer dans la maison. Vous voyez, voilà. Elle va ouvrir la porte d'elle-même. Pour aider Indiana à vaincre sa peur des gens, les vétérinaires lui ont prescrit une promenade quotidienne en ville et l'ont placée sous calmant. Un traitement qui marche à peu près, mais à quel prix? Il a pris du Prozac pendant 3 ans, qui lui a absolument rien fait. Et actuellement, je la mets sous l'Exomil. Un quart de l'Exomil le matin, un quart de l'Exomil le soir. Et ça la calme bien. Elle a moins peur, j'ai l'impression qu'elle est moins anxieuse. Mais le problème d'Indiana n'est pas réglé pour autant, même s'il est masqué par la prise de tranquillisants. En dehors de l'environnement familial, c'est toujours un chien anormalement anxieux. Ce que j'ai peur, c'est qu'elle devienne folle, si vous voulez, par l'anxiété, par la peur. Elle est tellement anxieuse que ça tourne à la folie. C'est la seule chose que j'ai peur, mais non, on s'en séparera jamais. C'est vrai, elle fait partie de la famille, quoi. C'est l'enfant, c'est comme un enfant dans la famille, quoi. Vraiment, on l'adore, cette chienne. Problème de comportement ou de communication, ces chiens ne sont-ils pas tout simplement malades de notre volonté de les considérer comme des êtres humains ? Et oui, à force de considérer les animaux de compagnie comme de véritables enfants à pelage, nous les humanisons et ce n'est pas leur rendre service. Car si on en a parfois l'illusion, la mentalité d'un chien n'a rien à voir avec celle de l'homme. Nous avons vu comment, par sélection génétique, on obtient des animaux nains. Voici maintenant comment on améliore la vitesse des chevaux de course. Comment se pratique concrètement cette sélection génétique? Quelles sont les techniques dernier cri de ces écuries pour champions? Enquête dans les secrets d'un haras. 16 000 courses par an, 8 millions de parieurs, 35 milliards de francs de chiffre d'affaires. Les courses de chevaux constituent en France une vraie industrie. Aussi, depuis toujours, les entraîneurs cherchent à faire naître et à entraîner des individus qui seront plus performants que leurs concurrents. Un objectif pour lequel ils ont reçu depuis peu le renfort des scientifiques. Le haras du Pin, en Normandie, le temple français du cheval de course. C'est ici que l'on pratique depuis des siècles la sélection génétique des chevaux. Le principe est simple, c'est l'accouplement des meilleurs chevaux qui donne le plus de chances de produire des descendants performants. C'est pourquoi ici, les 4 meilleurs étalons pur sang de France servent de géniteurs à des juments, elles aussi triées sur le volet. Épervier bleu, c'est l'un des meilleurs étalons tout de suite là à l'obstacle. Il est 5e des paires de gagnantes à l'obstacle. Un très bon cheval, donc là avec une jument de très bonne qualité aussi, on devrait normalement faire un très très bon poulain. Il faut pouvoir tenir le rythme. À raison de 3 saillies par jour, chaque étalon va féconder une 60aine de juments au cours de la saison de reproduction. Mais 60, cela reste peu. Les sélectionneurs n'ont pas le droit de faire d'erreur. C'est pourquoi ils ne regardent pas que les performances des parents. Pour être plus sûrs de leur choix, ils étudient aussi les performances des grands-parents et même des générations antérieures. Car plus un jeune poulain a de champions parmi ses ascendants, plus il a de chances d'être lui-même une vedette des champs de course. Une démarche qui a nécessité la mise en place d'un état civil rigoureux pour les chevaux. Chaque poulain, dès sa naissance, se voit remettre un vrai livret de famille. Côté performance, tout est consigné dans ce que l'on appelle un studbook, une sorte de bottin recensant chaque cheval, ses résultats et ceux des membres de sa famille. Les généticiens de l'INRA ont mis au point une note chiffrée qui fait la synthèse de ces informations. Elle est consultable par Minitel. Les éleveurs n'ont plus qu'à choisir leur reproducteur. Mais le choix des bons parents n'est pas tout. Comment savoir si leur rejeton sera un sprinter, un coureur de fond, un champion de saut d'obstacle? Il est vital de le savoir très tôt afin de lui faire subir l'entraînement approprié. Pour faire ce choix, les entraîneurs ne pouvaient compter que sur leur coup d'œil et leur expérience. Aujourd'hui, ils peuvent se faire aider par des tests venus de la médecine sportive humaine. On va mesurer les accélérations du cheval pendant le travail. Le principe, cet appareil va enregistrer en continu les battements cardiaques au cours de l'entraînement. On branche, top. Ces mesures vont permettre de calculer les caractéristiques de la locomotion de chaque cheval. Fréquence, longueur,
Rapidité des foulées, propulsion, des paramètres déterminants pour le choix de la discipline. Les données récoltées au cours de ces exercices sont envoyées par l'intermédiaire d'Internet sur les ordinateurs de l'INRA, où ils vont être analysés plus précisément. L'objectif de ces mesures sur le jeune cheval, c'est d'avoir une information la plus précoce possible sur son aptitude propre. Est-ce qu'il a plus de chances pour réussir dans une course de courte distance, 1600 mètres, 1800 mètres, ou est-ce qu'il va être meilleur sur une course plus longue de 2200-2400 mètres? Et donc les tests permettent d'objectiver, avant que le cheval sorte en compétition, s'il a une aptitude plutôt pour la distance ou plutôt pour le sprint. La science va-t-elle aller jusqu'à prédire, avant une course, qui a le plus de chances de gagner? Que les turfistes se rassurent, pour l'instant, on en reste très loin. Et il ne faut pas oublier que le talent du cavalier a aussi son importance. Sa capacité à communiquer avec l'animal pour augmenter sa vitesse ou le guider au-dessus des obstacles influence aussi largement le résultat des courses. Si les chiens se sont longtemps contentés des restes de cuisine, les industriels se mêlent maintenant de l'équilibre de leur ration alimentaire. Pour séduire nos fidèles compagnons, vous allez voir que l'on déploie des efforts aussi importants et des méthodes aussi sophistiquées que pour les humains. Testés et approuvés, voici la pâtée pour chiens. Plus de 7 millions de chiens et plus de 8 millions de chats. La France occupe la première place européenne pour le nombre d'animaux de compagnie. Pour les industriels, c'est un marché considérable. Pas étonnant que les fabricants d'aliments pour animaux se décarcassent pour mettre au point des recettes aussi équilibrées que pour la consommation humaine. Pour nourrir un chien tous les jours, il faut lui apporter des protéines, c'est-à-dire des viandes, des lipides, des matières grasses, des glucides, ce sont des sucres lents ou des sucres rapides, des minéraux, des oligo-éléments et des vitamines, sans oublier non plus de l'eau, de boissons, soit dans une gamelle à côté ou déjà contenues dans son alimentation. Ici, chez le plus gros producteur européen, vétérinaires et nutritionnistes inventent de nouvelles recettes. Il faut souvent 3 ans de travail avant qu'un produit n'arrive sur le marché. Mais si l'analyse nutritionnelle permet de concevoir des aliments équilibrés, encore faut-il que ceux-ci conviennent au goût des chiens et de leurs maîtres. Il faut arriver à retrouver un juste milieu entre les goûts du chien, les goûts du maître, pour arriver à une odeur qui soit toujours flatteuse pour l'odorat du chien, mais qui soit agréable à sentir ou du moins neutre pour le propriétaire. Autre chose que l'on travaille, c'est la couleur. Alors les animaux voient en peu de couleurs, c'est assez terne ce qu'ils voient. En revanche, pour les humains, c'est quelque chose d'important, la couleur. Donc ça, c'est un élément que l'on va travailler pour les maîtres, mais ça a moins d'importance pour l'animal. Tout commence ici dans les abattoirs où des bouchers récupèrent les surplus de viande et de gras sur des carcasses destinées à la consommation humaine. Cette viande est ensuite broyée, puis congelée pour la fabrication des conserves ou bien réduite en farine pour la fabrication des croquettes. Arrivés à l'usine sous forme congelée, ces sortes d'immenses steaks hachés sont à nouveau broyés. Ils sont ensuite orientés vers des mélangeurs qui libèrent viande, céréales, vitamines et minéraux pour composer les différentes recettes. Ce mélange défile ensuite dans un four à 350 degrés et ces boudins de viande sont automatiquement découpés en boulettes. Et il ne reste plus alors qu'à remplir les boîtes de conserve au rythme de 900 boîtes par minute. Une fois serties de leur couvercle, ces milliers de boîtes passent dans un stérilisateur. À la sortie, une boîte de chaque lot sera contrôlée. Le test est draconien. On met les boîtes dans une étuve pendant 48 heures et on regarde ce qui se passe. S'il ne se passe rien, c'est bon, le produit part en commercialisation. Si ça gonfle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la stérilisation a été mal faite, qu'il reste des bactéries à l'intérieur, qu'elles vont se multiplier, qu'il va y avoir production de gaz et que donc le produit n'est pas bon à la consommation. Dans ce cas-là, il part à la destruction. Autre contrôle, l'examen du produit fini par des techniciens grâce au prélèvement d'une autre boîte sur la chaîne toutes les 15 minutes. Et légumes. Donc un beau produit, une odeur parfaite, belle couleur, un peu de gelée, c'est bien. Mais le test décisif, c'est celui de l'animal. Ce berger allemand fait partie d'un panel d'1 millier de chiens à qui l'on demande régulièrement leur avis sur telle ou telle recette.
Aujourd'hui, ce sont des boulettes en sauce et du pâté de viande. Le résultat est sans appel, le chien préfère le pâté de viande. Cette nourriture de qualité a une conséquence inattendue. Maintenant qu'on connaît l'alimentation des chiens et des chats, ce que l'on peut dire, c'est que grâce à une alimentation équilibrée, également à la médicalisation des chiens et des chats qui s'est améliorée, les animaux vivent plus longtemps. Maintenant, il n'est pas rare de voir un chat atteindre 18-20 ans, alors qu'il y a 10 ou 20 ans, les chats, c'était plutôt 14-15 ans. Sachez enfin que tous les produits sur le marché sont bien équilibrés. Les différences de prix jouent donc sur la gourmandise des chiens ou de leur maître. Et pour répondre aux caprices des maîtres, des nutritionnistes n'hésitent pas à créer des aliments diététiques, comme des pâtés allégés ou même des croquettes enrichies en vitamines. Avant les années 60, le cheval de trait était indispensable à l'agriculteur. Utilisé surtout pour les labours, il était attelé au charrue et sa force pouvait dépasser celle de 20 hommes. Malheureusement, le tracteur l'a presque fait disparaître, seule une poignée de passionnés lutte pour sa survie. Portrait d'un cheval surprenant. Partout dans nos campagnes, le tracteur a remplacé les animaux de trait. Partout ? Non. Dans ce petit coin du Jura, près de Pontarlier, on utilise encore le cheval de trait. Dans cette forêt très dense, où le tracteur aurait de la peine à se frayer un chemin, le cheval, lui, passe. Et il passe sans dommage pour le sol fragile du sous-bois. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Oh là! Outre cette maniabilité hors pair, le cheval de trait peut tirer des charges extrêmement lourdes. Sa force de traction est spectaculaire. Allez, brave! Regardez cette démonstration au dernier salon de l'agriculture. Ici, un cheval comtois s'oppose à la force de 20 hommes. Impressionnant aussi ce concours de traction. Ici, la charge tirée par ce trait breton atteint en fin de parcours 1700 kg. Les plus gros chevaux pèsent jusqu'à 900 kg. Il faut que le squelette suive. Le cheval de trait est compact, rassemblé près du sol. Sa conformation est bien différente de celle du cheval de sang, plus léger, à qui l'on demande des actes moteurs différents comme sauter ou porter un cavalier. Bien. Notre cheval de trait, donc, a un poitrail très large qui vient recevoir ce collier qui épouse parfaitement ici la descente d'encolure et la jugulaire, de façon à avoir beaucoup de puissance dans l'appui. Pour travailler ces 20 hectares, Jean-Louis Canel a misé sur le presque tout cheval. Il utilise peu le tracteur. Il lui préfère l'hypoculteur que l'on voit ici tirant un épandeur d'engrais. Mais pour faire tourner cette machine, le cheval n'a pas de prise de force comme un tracteur. Alors, il a fallu un peu d'imagination. Alors, le système, c'est des roues de petits tracteurs au départ. Et ici, nous avons donc à l'intérieur, là, de ce cache, une chaîne avec un gros pignon à l'arrière et une chaîne qui entraîne ici un différentiel de voiture qui renvoie donc l'énergie sur une prise de force pour animer l'épandeur d'engrais. Avec les 3 chevaux, il faut compter 7 heures de travail. 5 heures auraient suffi avec un tracteur, mais au détriment du calme et de la qualité de l'air. Dans les champs, le cheval n'est rentable que sur de toutes petites parcelles. Mais pour des travaux spécifiques, comme le débardage, le maraîchage ou la vigne, la précision du cheval est indéniable. Son avantage, c'est surtout sa maniabilité. C'est-à-dire que sur des pentes, par exemple avec de la vigne, quand le cheval arrive en bout de rang, il se retourne sur place, quel que soit le pourcentage de pente. Et effectivement, là, il est irremplaçable. En effet, le cheval peut se déplacer latéralement sans avancer. Le tracteur, lui, est contraint d'effectuer de larges mouvements pour travailler. Le cheval de trait présente donc bien des avantages. Et militer pour son utilisation permet d'éviter qu'il ne disparaisse. Depuis 40 ans, sa population est en baisse constante. Et c'est bien dommage. Le cheval de trait n'est pas, malheureusement, le seul animal de ferme en voie de disparition. À force de vouloir créer des animaux d'élevage de plus en plus performants, on privilégie 3 ou 4 races au détriment de toutes les autres. Ainsi, de nombreux animaux régionaux disparaissent peu à peu, comme par exemple l'âne du Poitou ou le porc gascon. On sait que les animaux ont souvent des sens beaucoup plus développés que les nôtres. Flair, mémoire spatiale, pour les chiens et les chats, ces perceptions peuvent servir de boussole.
Perdus loin de chez eux, certains d'entre eux peuvent parcourir des dizaines de kilomètres pour retrouver leur maître. Quel est le secret de ces animaux fidèles? Pour le savoir, Eugène M6 a mené l'enquête. Ce chat de gouttière n'est pas tout à fait ordinaire. Il s'appelle Titus, il a 4 ans et il est l'auteur d'un exploit époustouflant. En plein hiver, il a parcouru 50 km pour rejoindre ses maîtres dans un lieu qui lui était parfaitement inconnu. La pluie, la neige, la grêle ne l'ont pas découragé. À son retour, René le Brave, sa maîtresse, n'en croyait pas ses yeux. Depuis quelques jours, je me disais, maintenant, on ne le retrouvera plus. Ça fait 2 mois qu'il est parti. On ne le retrouvera plus. Et puis, ce bonheur de le retrouver là, c'est fantastique. Mais ce genre d'histoire incroyable fait naître un doute sur l'identité du chat. Rien ne ressemble plus à un matou tigré qu'un autre matou tigré. L'émotion passée, un des premiers gestes de René le Brave a donc été de vérifier le tatouage de l'animal. Et c'était bien Titus. Facile. Voilà, 316 BVU. Il y a 2 ans, la famille Le Brave déménage. Stressé par l'agitation, Titus s'échappe. Ses maîtres le cherchent en vain. La mort dans l'âme, il se décide à partir sans lui. Pour les retrouver, ce chat réalise un fabuleux périple. Il traverse une autoroute, puis une ville, il franchit ensuite une voie ferrée et un fleuve. Là, il continue sur 20 km à travers bois et campagnes. Son voyage dure quasiment 2 mois. Quand le chat arrive, il est dans un piteux état. Il ne pèse plus que 900 grammes. Il a perdu 3 kilos et ses pattes sont complètement meurtries. Mirka, la chienne de la maison, se rue aussitôt sur lui pour le lécher, le nettoyer et le réconforter. Je crois qu'il était au bout du rouleau, comme on dit. Je ne pense pas qu'il aurait vécu plusieurs jours encore à l'extérieur parce qu'il ne pouvait plus marcher. On le posait, il tombait sur le côté. Il était vraiment très, très affaibli. René le Brave confie Titus, le rescapé, à un vétérinaire pour qu'il le remette sur pied. Bonjour, le Brave, rentrez. Aujourd'hui encore, Étienne Ignace reste impressionné par la performance du chat. Et il ne s'explique pas très bien l'épopée miraculeuse. La méthode la moins impossible, mais en même temps la plus impossible, on ne sait pas, ça serait d'effectuer un mouvement en spirale à partir du point de départ et en s'écartant progressivement de son lieu de départ pour arriver finalement, après moult et moult cercles concentriques, à destination. Mais cette théorie de la spirale suppose que le chat ait parcouru plus de 200 km, ce qui la rend très improbable. Pour le vétérinaire, le mystère reste entier. Il ronronne toujours pas? C'est une belle histoire qui s'est passée, on ne comprend rien du tout. C'est vrai que c'est incompréhensible, hein, ça reste incompréhensible. Mais, moi je pense que c'est l'amour. Ça doit être un fil qui s'est tissé comme ça. Il doit y avoir un rayonnement, allez, hop, et il a suivi ça. Pourquoi pas? Non, ça vous plaît pas comme théorie? René le Brave, elle aussi, a envie de croire à cette sorte de lien télépathique entre un animal et son maître. Une sorte de 6e sens qui a conduit le chat jusqu'à elle. Je ne sais pas comment il a fait. Je pense qu'il a eu de la chance, il devait avoir une bonne étoile, va. Qui l'a guidé dans ses recherches. On peut rêver. Aujourd'hui, Titus est complètement remis de sa mésaventure. Il coule des jours paisibles entre la tiédeur du sèche-linge et les caresses de sa maîtresse. Mais son cas reste très exceptionnel. La preuve, le nombre d'animaux qui atterrissent dans les SPA. En France, chaque année, on estime à 100 000 les chiens et chats égarés. C'est pourquoi, pour Bruno Pousset, chercheur au CNRS, l'histoire de Titus reste anecdotique. Selon lui, l'existence d'un lien de télépathie entre l'homme et l'animal est exclue. Il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence d'un tel 6e sens. Il y a beaucoup de mécanismes par lesquels un chat ou un chien peut retrouver son chemin dans son environnement. L'une des hypothèses retenues est celle de la magnétite. Il s'agit en fait de particules de fer situées à l'arrière du cerveau du chat. Ces particules permettraient à l'animal de se diriger, un peu comme les pigeons voyageurs. Le chat trouverait ainsi sa route en s'orientant selon les champs magnétiques terrestres. Autre supposition, tout au long d'un trajet, chiens et chats auraient la capacité d'enregistrer leurs moindres déplacements. Une sorte d'ordinateur mémoriserait l'itinéraire pour le refaire en sens inverse. Il y a dans le cerveau un calculateur qui permet à l'animal d'intégrer ces différents déplacements de façon à pouvoir revenir directement à son gîte au moment où il le faut.
Ce calculateur indique en permanence à l'animal l'endroit où il se trouve par rapport à son point de départ. Si un chien fait un trajet gauche-droite-gauche, le calculateur lui donnera à chaque instant de son déplacement la grande direction à suivre pour retourner le plus rapidement possible à son lieu de départ. Les chiens enregistrent en moyenne des trajets d'une quinzaine de kilomètres, mais certains ont une mémoire spatiale plus développée que d'autres. C'est peut-être le cas de Foxy, un fox terrier de 11 ans qui a parcouru plus de 60 kilomètres en 2 jours pour rejoindre ses maîtres dans un lieu qu'il connaissait. Ça nous a paru d'abord invraisemblable, et puis maintenant, on est très fiers de notre petit toutou finalement. Perdu lors d'un accident de voiture bénin à Cagnes-sur-Mer, Foxy part à la recherche de ses maîtres. Il traverse la ville, puis il fait au moins 50 km en pleine montagne. Là, il se heurte à des chemins escarpés, des vallées encaissées, des gorges profondes, pour finalement atteindre la Fuchs. Ce trajet, le chien l'avait néanmoins parcouru plusieurs fois avec ses maîtres. Il avait fait ce trajet à partir de la Colle-sur-Loup, exactement, et jusqu'à la Fuchs, oui, il avait parcouru en voiture, mais jamais à pied évidemment. Foxy connaissait particulièrement bien cette région. Les sentiers de montagne, il en avait déjà arpenté en randonnée avec ses maîtres. Il a donc pu mémoriser des itinéraires et se repérer visuellement. Autre élément de repère, les odeurs. Pendant 2 jours, Valérie Chanson et sa famille ont fait la navette entre Cagnes-sur-Mer et la Fuchs. À chaque village, ils posaient des affichettes et récoltaient des témoignages pour tenter de retrouver leurs chiens. Ils ont donc pu laisser leurs traces olfactives un peu partout. D'après les témoignages des gens, on s'est croisés sans arrêt. Donc on a dû laisser effectivement notre odeur partout dans tous ces lieux. C'est possible que ça lui ait donné au moins le point de départ pour la direction à suivre. Et qu'après, il ait trouvé le chemin par lui-même grâce à ses... peut-être à ses anciens repères visuels ou... Mais le voyage de ce chien reste quand même exceptionnel. Moins d'un animal domestique sur 100 réussit un tel retour au gîte. Cette prouesse, Foxy la doit à une combinaison de ses sens. Pour s'orienter, l'homme, lui, n'utilise que ses yeux, alors que les chiens ou les chats tirent le meilleur parti de leur vue, de leur ouïe et surtout de leur odorat qu'ils ont extrêmement développé. Chez le chien, la muqueuse olfactive mesure 150 cm², celle de l'homme est 50 fois plus petite. De plus, les cellules cérébrales liées au décryptage des odeurs sont 40 fois plus nombreuses dans son cerveau que dans le nôtre. Cette truffe que vous voyez là au premier plan est celle de Domino, un setter anglais âgé de 4 ans. Nous lui avons installé sur le nez une mini-caméra pour mieux comprendre la façon dont il flaire le monde. Car ce chien, lui aussi, est un héros. Il a parcouru plus de 40 km en pleine banlieue parisienne pour rejoindre sa maîtresse dans un lieu inconnu de lui. S'il a suivi la route, Domino a été obligé de prendre la nationale sur 20 km. Ensuite, il a longé la francilienne, une voie express à la circulation particulièrement dense. Mais le plus surprenant, c'est qu'il a peut-être emprunté l'autoroute pour finalement arriver épuisé. Sa maîtresse Evelyne Carbone avait prévu de déménager. Un après-midi, elle confie donc Domino à un chenil, puis se rend chez son ami, une maison inconnue du chien. Le lendemain, dans le jardin, il y avait une surprise. Il était au pied de ma voiture, couché au pied de ma voiture, à côté de la roue. Vous n'y croyez pas? C'est pas... Effectivement, c'est bizarre. On s'attend tellement peu à le voir là que... Enfin bon, on n'y a pas cru pendant 2 secondes, on reconnaît Oui. son chien quand même. Après, on savait bien que c'était lui, quoi. Il n'y avait pas de problème. Valérie Dramard est vétérinaire comportementaliste. Pour élucider le mystère de ce périple, elle a analysé le caractère du chien. Selon elle, la nature de Domino explique en partie sa prouesse. Ce chien est hyperactif et il se montre particulièrement obstiné. Un chien qui se contrôle suffisamment aurait abandonné avant, très certainement. C'est-à-dire que très probablement, au bout de 10-15 km, je pense qu'il se sera arrêté. Lui, il ne ressent pas la fatigue. Il est capable de jouer pendant des heures, donc il est capable de marcher, de courir pendant des heures. C'est donc cette motivation exceptionnelle qui explique que Domino ait pu galoper toute une nuit sur 40 km. Si nécessaire, avec son tempérament, il aurait sans doute fait encore plus, et cela malgré tous les dangers qu'il a dû affronter. Avec la caméra embarquée, il est d'ailleurs plus facile de s'imaginer les obstacles croisés sur son parcours. À hauteur de chien, les voitures sont plus effrayantes. Le moindre carrefour devient un piège. Chaque rue peut se transformer en embuscade. C'est un miracle que ce chien soit arrivé à bon port, sain et sauf, uniquement en pistant l'odeur de sa maîtresse. S'il n'avait pas été aussi acharné, jamais il n'aurait pu exploiter totalement un flair hors du commun. Reste à savoir si dans sa recherche, un sens supplémentaire a pu l'aider. Je ne crois pas pour l'instant à un 6e sens, mais en revanche,
leur capacité olfactive nous dépasse forcément. On aura toujours du mal à imaginer ce qu'ils perçoivent. La preuve, là, il est en train de renifler. Qu'est-ce qu'il renifle? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Alors ça se trouve, c'est peut-être ça un peu qu'on appelle le 6e sens. Mais déjà, en s'occupant des 5 sens, je pense que ça fait déjà beaucoup de choses. Pour les humains, de telles performances restent mystérieuses et la tentation est forte de prêter à nos chiens et chats des pouvoirs fabuleux ou des capacités magiques. Mais le véritable prodige réside sans doute dans leur formidable acuité sensorielle. Ces sens très développés, nos propres ancêtres les possédaient aussi, tout comme les tribus qui vivent encore très près de la nature. Mais l'homme s'est adapté à une vie sédentaire et citadine où il n'a plus besoin d'être aussi sensible à son environnement pour survivre. Les chiens ont tous un ancêtre en commun, le loup. Mais comment expliquer que le chien soit un animal sociable, recherchant notre compagnie, alors que le loup est un animal sauvage, qui a une peur innée de l'homme? Des scientifiques étudient les raisons de ces différences de comportement. Regardez. Il existe environ 400 races de chiens. Elles présentent une variété d'apparence unique dans le monde animal. Pourtant, tous ont le même ancêtre. Et oui, en réalité, ce teckel est un loup. Là, la différence avec le loup est un peu plus flagrante. Eh bien, pourtant, entre Félix, là, le teckel, et le berger allemand qui est derrière, on est aussi proche du loup dans un cas que dans l'autre. Il n'y aurait donc pas plus de différence entre un teckel et un loup qu'entre un Français et un Anglais. Grâce à une étude génétique, c'est devenu une certitude scientifique. Chien et loup, c'est la même chose. Entre les deux, il y a juste la domestication. L'homme aurait domestiqué des loups en divers endroits du monde il y a 12 à 15 000 ans. La première des choses qu'a fait la domestication, c'est le fait qu'on peut approcher l'animal. Un loup a du mal à s'approcher de l'homme. Il est craintif et on est obligé, pour qu'il tolère notre approche, même chez des loups captifs qui voient l'homme régulièrement, de s'asseoir par terre, parce que le fait de se lever les ferait partir loin. Et parce qu'on avait envie d'avoir des animaux tendres, affectueux, qu'on puisse toucher régulièrement, on a changé ça en obligeant l'animal à accepter la proximité de l'homme, et on a eu le chien. Et pour cela, on a fait de la sélection génétique. On a travaillé sur la forme. Tous les chiens, on a travaillé sur leur forme, sur leur apparence. On a fait ce qu'on appelle une sélection. C'est-à-dire qu'on a changé ce qui normalement se passe tout seul dans la nature et qui est une adaptation au milieu, on l'a transformé en faisant une sélection, en essayant de faire ressortir des races différentes. C'est donc en organisant savamment la reproduction des chiens pendant des générations que l'homme a créé des races aussi différentes qu'un basset ou un retriever. Tous les deux viennent du loup. Simplement, on a cherché à privilégier une petite taille dans un. Dans certains autres animaux, on a privilégié un aboiement régulier, ça nous a fait des chiens de garde. Dans d'autres, on a cherché à travailler sur la forme de l'animal pour avoir des animaux qui courent très vite, ça nous a donné le lévrier. Mais tout ça, on a pu l'obtenir parce que le loup permet l'expression de tout ça. D'ailleurs, presque tous les chiens ont des caractéristiques communes différentes de celles de leurs ancêtres. Au lieu des yeux en amande du loup, de bons yeux ronds, des oreilles courbées, une mâchoire moins puissante que celle du loup et un naturel joueur. Des caractéristiques qui sont en fait celles du louveteau, dont le chien adulte est très proche. Rien à voir avec un loup en pleine maturité. On peut dire d'une façon générale que le loup est plus performant, plus puissant, qu'il a une meilleure ouïe, un meilleur odorat, une meilleure vue, et que dans tout ça, le chien, il a perdu beaucoup de choses. Ainsi, la taille du cerveau du chien est plus petite d'environ 20% que celle du loup. Reste que s'il est facile de distinguer visuellement un loup d'un chien, cela est quasiment impossible si l'on se contente d'observer des traces de pattes, des poils, des crottes ou des marques de dents. Sous ces aspects, loup et chien font vraiment partie de la même famille. À mi-chemin entre le loup sauvage et le toutou, il y a les hybrides, produits de l'accouplement entre chien et loup. Des accouplements toujours féconds, puisqu'ils sont de la même espèce. C'est le cas de la plupart des chiens nordiques, qui, bien davantage que le berger allemand, sont les plus proches du loup. On retrouve chez ces chiens, sélectionnés pour travailler, des comportements sociaux identiques à ceux du loup. Soumission au chef, sens de la hiérarchie et de la communication au sein de la meute. Mais rassurez-vous, le chien est le produit de l'homme.
Et même de retour à l'état sauvage, il ne redeviendra jamais un loup, pas plus dans son apparence que dans son comportement. Les chiens actuels sont donc les produits de sélection génétique successive réalisées à partir du loup. Lorsque les hommes de l'âge de pierre ont domestiqué des animaux sauvages pour les élever, ils ont privilégié à chaque génération les individus les plus dociles, les plus proches de l'homme. Voilà, notre découverte des animaux domestiques s'achève ici. Saurez-vous maintenant répondre aux questions de notre quiz? À très bientôt.